celle qui me faisait rire, c'était Maria Carré. Parce qu'un coup, elle était en régime, elle nous demandait que des sushis. Un coup, elle s'en foutait, elle nous demandait que des pizzas. Donc ça, c'était très drôle. J'ai pris les rênes de ce programme assez simplement. Je produisais Love Story et je pars en Hollande sur justement une finale de Big Brother. Et je passe devant un studio où il y a un programme qui se joue qui s'appelle Star Maker, qui est un flop en Hollande. Et j'appelle Stéphane Courby, je lui dis tiens, il y a une petite idée qui est vraiment sympa. C'est des jeunes qui font de la musique, font des bœufs ensemble, vivent ensemble et développent la musique, etc. Il me dit c'est marrant parce que j'en ai entendu parler moi aussi, je trouve ça vraiment bien. Voilà, je finis Love Story. Entre-temps, Stéphane Courby, donc, qui est le patron d'Endemol, et Arthur signent avec John Demol, qui était le patron d'Endemol, un énorme contrat avec TF1, où l'idée, c'est de faire de la télé-réalité, mais de la télé-réalité différente de celle de Big Brother / Love Story, et donc d'aller dans une configuration plus artistique. Et à ce moment-là, ressort le format que j'avais vu moi en Hollande, Star Maker, et dans la mesure où moi je venais de finir Love Story, ils m'ont demandé si j'étais d'accord pour le... Enfin, c'est même pas qu'ils m'ont demandé d'ailleurs. Comme c'était la société que je dirigeais, ça s'est fait naturellement, on va dire. La première fois qu'on y est rentré, on avait des équipes qui cherchaient des endroits où on pouvait tourner. Il nous fallait un endroit grand, avec de multiples lieux de vie, enfin à la fois des lieux de vie et des salles de répétition, des endroits où on pouvait donner des cours, plus un espace où certains membres de la production, dont moi, nous pouvions vivre, dans lequel on pouvait vivre. Donc il fallait quand même un grand espace. On a vu quelques endroits, puis d'un seul coup on est arrivé dans le château, et moi j'ai trouvé qu'il avait une âme, ce château, qui avait en plus la scène devant, je le trouvais beau quoi, et je le trouvais à taille humaine. Je ne trouvais pas qu'il faisait énorme château, qui aurait été un peu ridicule, parce que quand même c'est une émission de télévision, enfin voilà, et je trouvais qu'il a un petit air en fait contre non mais ça je devrais même pas le dire, des Soudoués quoi. Vous voyez, dans le Soudé c'est une grande maison, donc il y avait un peu ce côté-là. Et surtout, ce qui était très très important, c'est qu'il nous fallait un espace pour mettre ce qu'on appelle nous, dans notre jargon télévisuel, le caméra run, c'est-à-dire les caméras qui permettent de filmer. Et en fin de compte, celui-là, on pouvait encercler le château, enlever les vitres du château et tourner à travers ces vitres. Je suis en train de vous parler, mais je ne vous vois pas. En effet, je me regarde dans un miroir. Et derrière ce miroir, il y a une caméra qui est en train de me filmer. Cette caméra fait partie d'un énorme dispositif de production. 41 caméras, dont 4 infrarouges, 70 micros et 35 km de câbles ont été posés pour les besoins de l'émission. Donc ça a été une énorme construction d'échafaudage. Et en fin de compte, si les gens prêtent attention, il y a les 2 tours du château, il y a 2 autres tours à côté, et celles-ci sont fausses. Quand je suis partie, quand j'ai quitté la société, donc je suis allée faire d'autres choses, je leur ai dit faites attention, ne touchez pas au château. C'est au final l'élément, c'est un personnage à part entière, c'est l'élément fédérateur, c'est celui qu'on retrouve de saison en saison, même si on change de professeur, même si on change évidemment de promotion. Et ils ont décidé de changer, d'aller à Paris. Et je pense que ça a créé une distance et que d'un seul coup, il y avait c'est comme les mayonnaises, quoi. Ils ont enlevé la moutarde dans la mayonnaise et donc elle n'a jamais prise. En fin de compte, Nikos, on a cherché plusieurs animateurs, on a fait des tentatives, certains ne pouvaient pas ou d'autres ont refusé. Et puis, un jour, Guillaume de Vergès et Xavier Couture, qui sont les 2 patrons de l'antenne de TF1, nous appellent en disant « Écoutez, on a repéré quelqu'un qui s'appelle Nikos Aliagas, il fait partie de l'équipe de Christine Bravo. Elle avait une émission sur l'Europe. Et il était le représentant grec de l'Europe. Et on regarde et tout, on dit oui, oui, il est très sympathique, il dégage une vraie empathie, il a l'air à l'aise, etc. Mais enfin, c'est un énorme prime, c'est du direct, etc. Et ils disent, écoutez, nous, on y croit. Donc, je l'ai rencontré. Et puis bon, à la fois, moi, j'étais jeune productrice, il était jeune animateur, et puis on s'est remonté les manches, et puis on y est allés tous les deux, quoi.
On s'est serré les coudes. Vraiment, on s'est serré les coudes à tel point que pendant 7 ans, on a partagé la même loge. On était tout le temps ensemble, quoi. Star Academy, c'est avant tout une école. Et qui dit école, dit professeur et directeur. Pour nous ce soir, ce sera directrice, avec tout d'abord Alexia Laroche-Joubert. Bonsoir Alexia. Là, j'ai commencé à rencontrer des anciens directeurs d'école à la retraite, ou des comédiens, ou des choses comme ça. Puis à un moment, je me dis, il n'y a rien qui fonctionne, j'arrive pas à trouver quelqu'un qui soit cohérent. Et c'est à ce moment-là où Stéphane Courby et Étienne Moujotte, le patron de TF1, me disent, mais au final, toi, tu diriges la production, tu n'as qu'à diriger l'école. Et j'ai dit, ça avait l'air... Enfin, quand c'était tapé du coin du bon sens, et j'ai dit, ok. Ma 3e nomination, donc Raphaël, on commence par toi. Jean-Pascal. J'intervenais vraiment pour que tout se passe le mieux du monde et aussi la vie en collectivité. Parce que c'est ça l'école, hein. En l'occurrence, la Star Academy, c'est aussi une école. C'est aussi des gamins qui s'engueulent quelquefois, des profs qui ne veulent pas faire tel enseignement, des problèmes d'agenda, voilà, donc il y a plein de choses. Et quand j'intervenais parce que vraiment j'avais des choses à dire. Quand je voyais tout le bordel, par exemple, dans leur chambre, mais sincèrement, moi, en tant que à la fois mère de famille, productrice, qui doit gérer quand même des femmes de ménage, etc., parce que c'est ça aussi de produire, je me disais, non, mais ça va pas, quoi. Et donc, non, je fais ça assez naturellement. Mais je pense que ma nature est d'être un peu autoritaire. La seule question que je pourrais me poser, c'est est-ce que j'aurais été une bonne dirlo? Je pense que j'aurais bien aimé être directrice d'école. Alors malheureusement, j'étais nulle à l'école, donc je suis incapable d'écrire une lettre sans faire des fautes d'orthographe, donc je n'aurais pas pu être acceptée. Mais je pense que j'aurais bien aimé, ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Soyez les bienvenus en direct sur TF1. Tout a été un baptême du feu. Je me rappelle surtout une anecdote très drôle. Donc, je valide avec le producteur le plateau du Prime et je m'assois sur... C'était des formes de plots. Et en fin de compte, je suis petite, moi. Et donc, je ne touchais pas par terre. Donc, je disais, mais je suis une directrice qui est comme une enfant, c'est-à-dire avec les pieds qui font comme ça, quoi. Donc, je ne me trouvais pas très crédible. Comment ça s'est passé? Écoutez, il y a eu un énorme avantage au fait d'être à l'antenne et d'être directrice. C'est que je pouvais savourer le Prime et pour une fois, je n'avais pas l'angoisse de ce qui se passe en régie. Et ça, j'ai adoré. C'est-à-dire que je n'étais que dans le plaisir des prestations des gamins, de la rencontre avec les artistes, de la tension au moment des résultats des votes. Enfin, je n'étais que là-dedans, d'autant plus que moi, je n'avais pas à exprimer, je ne donnais pas des notes. Donc c'était sincèrement le moment le plus agréable, c'était ce moment-là. Je pense que la plus compliquée, ça a été la plus anxiogène à gérer, ça a été Madonna. Parce que même son staff avait peur d'elle. Donc c'était compliqué. Et elle avait par exemple quelqu'un qui venait la semaine qui précède sa venue pour compter le nombre de pas entre sa loge et le plateau. Il fallait lui donner la loge la plus proche du plateau. En l'occurrence, c'était celle de Nikos. Donc Nikos a dû déménager. Très compliqué Madonna. La plus rigolote, celle qui me faisait rire, c'était Maria Carey. Parce qu'un coup, elle était en régime, elle nous demandait que des sushis. Un coup, elle s'en foutait, elle nous demandait que des pizzas. Donc ça, c'était très drôle. Mais j'ai pas eu beaucoup de caprices. Franchement, j'ai eu Puff Daddy où ça a été très compliqué. Pour le coup, celui-là, j'ai fait le virer du plateau, franchement. Parce qu'il a fait prendre énormément de retard, il ne voulait pas descendre sur le plateau. Il y avait en l'occurrence d'autres artistes qui devaient répéter, donc il prenait sur les répétitions d'autres artistes. Et ça, j'ai trouvé ça exécrable. Et j'ai dit à son manager, c'est très simple, soit il descend maintenant, soit je m'en fous, je le dégage. Tout Puff Daddy soit-il.